Bonjour, bienvenue sur le deuxième vidéo sur la Corée du Nord. Ce vidéo va porter plus sur la situation actuelle, la situation militaire de Corée du Nord telle qu'on la connaît, parce que selon les différentes sources que j'ai consultées, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a un certain nombre de choses que l'on sait pour sûr. Alors, c'est ce que je vais vous exposer. Puis à la fin, je vais vous donner mon point de vue, si on veut, sur la situation. Bon, le nucléaire en Corée du Nord. La Corée du Nord fait partie maintenant d'un club select. Ils sont 9. Les États-Unis, la Russie, la France, la Chine, le Royaume-Uni, Israël, bien qu'elle le nie, l'Inde, Pakistan et maintenant la Corée du Nord. Donc, merci à l'Union soviétique à l'époque, la Chine et le Pakistan, qui ont aidé d'une façon ou d'une autre, soit par de la technologie ou du transfert de connaissances, ont aidé la Corée du Nord à se doter de cette arme nucléaire-là. C'est en 1970 que le premier leader de Corée du Nord, Kim Il-sung, le grand-père, donc, a pris la décision de développer un programme d'armement nucléaire. On était loin de la coupe aux lèvres, mais l'intention était là. Les Coréens, qui avaient signé le traité de non-prolifération nucléaire, se sont retirés en 2003. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'inspection, il y a plus, on ne garantit plus qu'on ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Nord-Coréens, la bombe atomique constitue une garantie de leur survie, à la fois un instrument de chantage avec les États-Unis ou le Japon et la Corée du Sud, bien entendu, mais également une garantie de survie. Je vous donnerai mon point de vue là-dessus. Donc, la Corée du Nord a effectué 5 essais nucléaires. Le premier en 2006, moins d'un kilotonne, donc c'est tout petit. Donc, dans le nord de la Corée du Nord, il y a un site qui est souvent cité, là, le Hamgyong. Donc, c'était de la fission nucléaire, comme la première bombe atomique à Hiroshima. Encore le 25 mai 2009, encore un essai souterrain, on n'a pas la puissance. Le 12 février 2013, là encore de la fission, c'est-à-dire une arme traditionnelle, mais 6 à 7 kilotonnes. Je vous rappelle qu'Hiroshima, qui a fait quand même 70 000 morts, c'était 12 à 15 kilotonnes. Donc on était à la moitié. En janvier 2016, on prétend avoir fait sauter une bombe H du côté nord-coréen. Du côté du sud, il y a contestation vu la très faible puissance de la détonation par les sismographes. On n'en est pas certain. Le 9 septembre 2016, par contre, on fait un essai souterrain à 10 kilotonnes, l'essai le plus puissant. Peut-être plus selon des chercheurs californiens de 20 à 30 kilotonnes. Donc si on est dans ces eaux-là, là, on commence à parler d'armement sérieux. Là. Donc, depuis 2006, il y a des sanctions de l'ONU suite aux violations d'un certain nombre de résolutions dont je vous ferai grâce maintenant. Comment marche le programme nucléaire coréen? Il y a un réacteur, pas un réacteur, en fait, un complexe nucléaire dans la région de Yongbyon. Ils ont plusieurs installations nucléaires avec la capacité potentielle de produire des armes, donc du plutonium et de l'uranium enrichi de qualité militaire, si on veut. J'ai lu qu'ils ont à peu près une quarantaine de kilogrammes de ce plutonium. Ça peut produire un certain nombre de bombes. Donc, tout se situe là, c'est à 100 km au nord de Pyongyang, la capitale. Puis ce centre de recherche-là, actuellement, compte 2000 travailleurs. Donc, c'est une activité importante et c'est à la fois l'électricité du pays est produite là, mais aussi l'uranium et le plutonium. Bon, un coup qu'on a dit ça, on a une idée, on n'a pas encore d'idée précise sur la quantité d'armes réelles qu'ils ont, s'ils en ont réellement en stock. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'ils font un certain nombre de tirs de missiles. Et ça, c'est très sérieux, c'est très facilement observable par satellite, et même ils en sont très fiers, ils le mettent à la télévision d'État.
avec l'annonceur maison qui est assez enthousiaste à chaque fois. Et selon un rapport militaire publié en 2013, le IONAP, il y, a, il y aurait 50 missiles de moyenne portée, 150 de courte portée, et non 94 comme le pensent Séoul et le Pentagone. Donc, ils ont même des sous-marins qui sont capables de tirer des missiles. Jusqu'à présent, les tirs de missiles ont quand même été assez timides par rapport à la distance théorique, mais il y a eu plusieurs succès. 26 tirs en 2016, missile qui et celui à plus longue portée, là, le Taepodong 2, qui est le nom de la rivière qui traverse Pyongyang d'ailleurs, une portée théorique de 3500 à 4600 km. Donc, on parle de possiblement atteindre le Japon, Séoul, bien évidemment. C'est tout près, d'ailleurs, si vous regardez une carte, c'est tout près de la Corée du Nord, Séoul. Guam, qui est une des îles dans le Pacifique américain, l'Alaska, également Hawaï, et pourquoi pas les côtes américaines. Donc, c'est à prendre très au sérieux. Ce qui nous rassure, si on veut, c'est que Pyongyang n'a pas encore développé d'ogives miniaturisées. Donc, c'est-à-dire capable de fitter, si vous voulez, dans un missile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a différentes alliances en jeu. Donc, pour Pékin, la Corée du Nord, ce qui est un allié, mais reste avant tout un État tampon, hein, entre eux et la Corée du Sud, entre eux et les Américains. Donc, ça repousse les Américains, si vous voulez, un peu plus loin. Mais c'est pas un allié très confortable. Pour les Chinois, ils n'applaudissent pas du tout ces tirs de missiles, ces essais nucléaires-là. Et ils sont pris un peu entre l'arbre et l'écorce. Évidemment, ils les soutiennent, mais n'encouragent pas ce genre de comportement-là. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Bon, actuellement, là, faut dire qu'on est en mars-avril, selon une très bonne vidéo que j'ai vue, l'émission d'Anne-Marie Dussault, selon un expert. Mars-avril, c'est la saison des exercices militaires entre la Corée du Nord entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui font des exercices conjoints avec des bateaux et tout ça, des troupes. Et ça excite, ça énerve toujours la Corée du Nord. À chaque année, il y a une rhétorique verbale. Mais là, cette année, ils ont décidé, parce qu'ils étaient très fâchés, de faire l'essai de 4 missiles en même temps, qui est un succès, et qui sont tombés à 300 km des côtes du Japon. Sont également à couteau tiré avec les Japonais qui ont, rappelez-vous, envahi leur pays pendant une cinquantaine d'années. Donc, entre le Japon et la Corée du Nord, ça ne va pas du tout. Donc, en réponse à ces tirs de missiles, les Américains ont décidé de déployer le bouclier antimissile, le THAAD, le THAAD. Ce qui arrive avec ce système-là, qui est très performant, très puissant, il y a des radars capables de détecter des tirs de missiles très rapidement qui pourraient provenir de la Chine. Alors la Chine n'est pas du tout contente, très irritée, a demandé de retirer le système, a appelé à un boycott économique de la Corée du Sud, bon, etc. La complexité là-dedans, c'est que les Américains, du même souffle, demandent aux Chinois de les aider, d'aider les Américains à négocier avec la Corée du Nord, parce que les Chinois sont les seuls qui peuvent parler à la Corée du Nord, vraiment. Autre élément important, le porte-avions, le Carl Vinson, est accompagné de 2 destroyers lanceurs de missiles, d'un croiseur lanceur de missiles et poursuit sa route vers le nord dans le Pacifique Ouest pour des exercices conjoints avec le Japon. Donc, après les exercices après la Corée du Nord, la Corée du Sud, maintenant les exercices avec le Japon. Et selon le vice-président Mike Pence, la flotte arrivera dans les prochains jours. Ça, c'est ce soir là, que j'ai vu ça.
Donc, réplique de la Corée du Nord. La Corée du Nord, selon le Journal de Montréal, est prête à couler le porte-avions. Bon, ça, c'est de la rhétorique en un seul essai qui disent, bon. Et pour ajouter encore plus d'huile sur le feu, actuellement, il y a 3 Américains détenus et arrêtés par Pyongyang, toujours selon le Journal de Montréal. Donc, ça fait un cocktail assez explosif. Vous avez d'un côté les Américains avec Trump à sa tête, donc quelqu'un qui est quand même assez imprévisible, avec des Nord-Coréens particulièrement paranoïaques. C'est ce qui les a amenés à développer la bombe dans un premier temps. Tout ça mis ensemble est un cocktail extrêmement dangereux et c'est à suivre de très près. Ce qui peut arriver là-dedans, c'est qu'il suffit d'un mauvais tweet de Trump, d'un mauvais calcul des Nord-Coréens, d'un tir qui est en fait qui est pas destiné au Japon, mais qui tombe sur le Japon de la part de la Corée du Nord. Les Américains qui vont un peu trop près des côtes nord-coréennes ou qui font un tir d'essai. En fait, tout ça est très, très instable en ce moment. D'autant que la Chine, qui commence à avoir des ambitions de puissance mondiale, veut pas voir les Américains s'approcher un peu trop près de leur précaré. Donc, on est dans une situation très instable. Autre chose que j'ai pas mentionné, là, qui a été mentionné à l'émission d'Anne-Marie Dussault, c'est que en ce moment, suite à un scandale, il n'y a pas de présidence élue en Corée du Sud. Donc, pas personne pour dire si soit de modérer la rhétorique vis-à-vis le Nord. Il n'y a pas de gouvernement légitime. Avec un gouvernement de gauche, par exemple, on pourrait avoir plus d'ouverture. Avec un gouvernement plus conservateur, plus de fermeture, plus de langage belliqueux. Donc, c'est une situation qui est à suivre, qui est, à mon avis, la plus inquiétante que j'ai vue depuis que je suis ça de près ou de loin. Donc, s'il y a des mises à jour, je vous les ferai au cours des prochains jours. Sinon, prochain sujet, les élections françaises pour le deuxième tour. J'ai laissé passer le premier tour, il y avait trop de candidats, ça aurait été trop long. Deuxième tour. Alors, je vous encourage à vous abonner, à commenter, à aimer et j'ai hâte de vous reparler.